Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé. Du moins, en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non, il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés.
Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple? Sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point à peine quelques grammes, et nous ne sayons plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance, leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici. La Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification. Si la théorie du multivers s'avère exacte, notre réalité n'est pas la seule à exister. Ce qui semble aussi fascinant que terrifiant, n'est-ce pas? Bon, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec ce concept vertigineux. Et soyons honnêtes, établir un quelconque contact avec ces univers parallèles semble aussi probable que de gagner à la loterie, tout en faisant du monocycle. Mais accrochez-vous bien, car ce concept étrange ne se limite plus au seul domaine de la fiction. Croyez-le ou non, un tas de théories soutiennent l'existence de ces univers parallèles. Et laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté scientifique. Imaginez plutôt ceci, l'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité qui défie l'entendement. On parle ici de milliards, d'aucuns diraient même de milliers de milliards, de galaxies en mouvement, chacune regorgeant d'un nombre presque incalculable d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient la forme de l'univers suggèrent que son diamètre pourrait s'étendre sur près de 7 milliards d'années-lumière. D'autres avancent qu'il pourrait même être infini. Pourrait-il exister encore autre chose? Eh bien, il y a des théories scientifiques qui explorent la possibilité que des univers existent aux côtés, au-delà, ou même en reflet d'une autre. Ces intrigantes hypothèses de multivers et de mondes parallèles se mêlent souvent à d'autres concepts scientifiques plus familiers comme le Big Bang, la théorie des cordes et la mécanique quantique. Pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve là-bas, nous devons nous rapporter à des notions dont nous sommes un peu plus certains, n'est-ce pas? Remontons l'horloge cosmique d'environ 13,7 milliards d'années. Tout ce que nous sommes capables d'observer aujourd'hui était comprimé en une minuscule singularité. Puis,
Si la théorie du Big Bang dit vrai, il y a eu un grand boom. L'univers s'est étendu partout à une vitesse supérieure à celle de la lumière, le tout en moins d'une seconde. La manière dont il serait né a amené certains chercheurs à réfléchir à l'existence de plus d'un univers. Ils se demandent si cette croissance soudaine est achevée par tout au même moment. Alors que cette expansion semble se limiter à l'univers observable, l'inflation cosmique pourrait encore se poursuivre dans de autres recoins mystérieux du cosmos. Certains physiciens théoriques prétendent que lorsque l'inflation s'achève à un endroit, un nouvel univers en forme de bulle se formerait quelque part. Mais voilà le hic, vous ne pouvez pas simplement sauter d'une bulle à l'autre comme des touristes intergalactiques. Ces univers distincts se dilateraient indéfiniment, et leurs bords s'éloigneraient de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Et c'est là que les choses deviennent encore plus déroutantes. Mettons que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à atteindre le bord de notre bulle locale et que nous rencontrions l'univers suivant. Eh bien, ces mêmes physiciens mentionnent que l'univers voisin pourrait varier du tout au tout. Les lois de la physique pourraient y être complètement différentes, ce qui en ferait un endroit des plus étranges. Suivant la même idée, certains disent que dans ce vaste multiverse fait de boules, il pourrait y avoir d'autres formes de vie semblables à la nôtre. Le problème, c'est que nous éloignons de l'es à chaque instant qui passe, et que nos chemins ne se croiseront jamais. D'autres chercheurs tentent d'établir un lien entre ces univers parallèles et la mécanique quantique. Il s'agit essentiellement des mathématiques complexes qui régissent de minuscules particules. Selon cette mécanique, ces particules pourraient exister dans plusieurs états à la fois. On appelle cela la fonction d'onde, qui recèle toutes les options les plus folles. Mais il y a un bémol. Lorsque nous observons ces particules, nous ne voyons jamais qu'un seul résultat. C'est comme si l'univers ne cessait de jouer à cache-cache avec nous. Il existe également une théorie, appelée théorie des mondes multiples, qui dit que chaque fois que nous observons un résultat, un autre univers apparaîtrait où un résultat différent se serait manifesté. Ainsi, notre univers se comporterait comme un arbre gigantesque, se ramifiant constamment en d'innombrables versions de lui-même. Ces univers alternatifs ne peuvent pas se rencontrer. Et vous ne sauriez donc jamais s'il n'y a pas un tas d'autres vous vivant des vies légèrement, voire totalement différentes. Cette théorie des mondes multiples est pour le moins audacieuse et aussi difficile à prouver qu'à réfuter. Ce qui est tout sauf idéal pour la science, car les scientifiques ont besoin de tester et d'éprouver leurs idées. Mais s'il y a un espace infini là-bas, pourquoi n'y aurait-il pas également d'univers infini ? Essayez d'imaginer l'univers comme une immense aire de jeu cosmique. Des spécialistes pensent que s'il est effectivement sans fin, alors il n'y a qu'un nombre limité de façons dont ces composants peuvent s'agencer. En bout de compte, ils doivent forcément répéter certains schémas. Si cela est vrai, alors il est possible qu'il y ait quelque part une autre version de vous, vivant exactement la même vie, y compris ce que vous avez mangé la veille au petit déjeuner. Avons-nous déjà eu la moindre preuve de l'existence de ces prétendus univers parallèles ? Eh bien, certains disent que oui. Avez-vous déjà entendu l'histoire du mystérieux homme de Taured ? C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un aéroport japonais et affirmait venir d'un pays totalement inconnu, baptisé Taured. Certains pensent que cet homme était un voyageur temporel, tandis que d'autres y voient la preuve qu'il venait d'un univers diamétralement différent. Aussi tentant qu'il puisse être de croire à cette histoire, le problème est ce lieu appelé Taured. Il y a une raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il n'y a pas de Taured sur la carte. Que ce soit de nos jours ou dans les années 50, lorsque tout cela est censé s'être produit. Après l'incident à l'aéroport, l'homme s'est tout simplement volatilisé un jour après son arrivée au Japon. Pouf, disparu à tout jamais. Revenons à ce jour fatidique de juillet 1954, où l'homme de Taured est censé avoir atterri à Tokyo. On l'a décrit comme un homme barbu, s'exprimant en français. Rien de très extravagant jusqu'ici, n'est-ce pas ? Mais en fonction de qui raconte l'histoire, les choses commencent à diverger un peu. Selon une version, quand l'homme a donné son passeport afin qu'il soit tamponné, l'officier japonais n'en a pas cru ses yeux. Bien qu'il ait pu sembler authentique, le pays indiqué de Taured n'était connu de personne, pas plus de l'officier que des autres fonctionnaires. Naturellement, on a convié le visiteur à un petit interrogatoire. Dans une autre version, l'homme aurait annoncé de but en blanc qu'il venait de Taured et montrer son passeport quand personne ne l'a cru.
Notre homme de Taured a ensuite cherché à convaincre les autorités que sa patrie existait bel et bien. D'après lui, Taured se serait situé quelque part entre la France et l'Espagne et aurait existé depuis près de 1000 ans. Pour le prouver, il aurait même pointé sur la carte une région correspondant à la principauté d'Andorre. Évidemment, le mystère n'a fait que s'épaissir. Les autorités ont donc décidé de placer l'homme en détention, soupçonnant qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. On l'a logé dans un hôtel à proximité pour la nuit, mais non sans stationner 2 gardes devant sa chambre pour garder l'œil dessus. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Lorsque les agents se sont présentés le lendemain matin, prêts à poursuivre leur enquête, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Aucun signe d'évasion, et pour rendre les choses encore plus troublantes, tous ces documents avaient aussi mystérieusement disparu. Et si cet homme de Taured était un voyageur temporel ou un aventurier intergalactique ? Certains sont même allés jusqu'à échafauder des théories dignes de la science-fiction pour expliquer cet étrange événement, et vous n'allez pas croire le nombre de gens sur Internet qui l'ont interprété comme une preuve de l'existence de réalités alternatives. L'une des hypothèses les plus étranges suggère que l'homme aurait accidentellement trébuché dans une dimension parallèle et terminé dans cet aéroport japonais. Dans son univers d'origine, il y aurait une terre tout comme la nôtre. Mais à la place d'Andorre se trouverait le pays de Taured. Une autre idée voudrait que l'homme ait été un voyageur venu du futur. Désolé de vous l'annoncer, mais l'explication la plus probable à toute cette histoire d'homme de Taured est que l'imagination de quelqu'un se soit emballée. Comme il existe de nombreuses versions du même récit, il est probable que les gens n'aient cessé d'y ajouter des détails extravagants pour le rendre plus sensationnel. Toute l'histoire s'est simplement transformée en légende urbaine, et il n'y a que peu, ou pas, de raison de croire que nous ayons un jour croisé un voyageur temporel, ou un autostoppeur intergalactique sur notre bonne vieille Terre. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il ? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi ? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques,
pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non ? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir, il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas ? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord ? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir ? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi ? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien.
Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Il existe actuellement une chose mystérieuse dans l'espace. Une tâche insolite que les scientifiques essaient en vain d'expliquer depuis plus de 15 ans. Plusieurs théories ont été élaborées à ce sujet. L'une d'elles affirme qu'il pourrait s'agir d'une marque laissée par une collision avec un univers parallèle. Est-ce vrai? Voyons ce qu'il en est. Regardez cette carte. C'est la carte de notre univers. Enfin, pas vraiment. Il s'agit en réalité de la carte du fond diffus cosmologique, également appelée simplement rayonnement fossile. Il y a plusieurs milliards d'années, il y eut un Big Bang, grande explosion. Ce dernier fut si puissant qu'il créa notre univers tout entier. Bien entendu, un tel événement ne pouvait pas se produire sans avoir de répercussions. Et il s'avère que ses conséquences sont littéralement partout. Le Big Bang a donc laissé derrière lui un rayonnement électromagnétique, que nous connaissons sous le nom de rayonnement fossile. Nous ne le voyons pas, et pourtant, il est littéralement là, sous notre nez, dans notre vie quotidienne. Et si vous aviez des super pouvoirs, vous verriez que tout ce qui vous entoure brille de cette faible lumière. Ce rayonnement est très important. Si nous n'avions jamais trouvé le rayonnement fossile, nous n'aurions jamais découvert le Big Bang. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Il n'y avait pas de commencement et il n'y aurait pas de fin. Cela nous semble aujourd'hui assez ridicule, mais il y a moins d'un siècle, les gens en étaient absolument sûrs. Stephen Hawking a été l'un des premiers scientifiques à deviner que l'univers avait bel et bien un commencement. Ce type était tellement cool qu'il s'en est rendu compte alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, alors qu'il travaillait sur sa thèse de doctorat. Malheureusement, il n'avait aucune preuve à l'époque. S'il y a eu une telle explosion il y a des milliards d'années, alors où sont les traces? Où en est la preuve? S'esclavent alors ceux qui croient à la théorie de l'éther stationnaire. Mais pas de panique, cette preuve est vite arrivée. En 1965, les astronomes Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement fossile. Ce fut la première preuve grandiose du Big Bang. Il s'est avéré que le rayonnement était partout, mais invisible à nos yeux. D'ailleurs, au début, Penzias et Wilson eux-mêmes l'avaient confondu avec le bruit d'une grande ville, ou avec des pigeons, ou quelque chose de ce genre. Pour leur découverte, qui bouleversa par la suite le monde de la science, ils reçurent le prix Nobel. Les gens découvrirent donc qu'ils étaient entourés de rayonnements électromagnétiques. Ils ont ensuite commencé à collecter des données à ce sujet et ont accumulé de plus en plus d'informations au fil des ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent cette carte. Il s'agit d'une carte des températures du rayonnement fossile. En la créant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inhabituel. Jetons-y un coup d'œil. Elle ressemble à un vaste ensemble d'endroits chauds et froids. Mais en réalité, notre univers est assez uniforme. Toutes les températures sur cette carte sont proches de moins 270,5 degrés Celsius, avec très peu de différence entre elles. Ces fluctuations de température entre les différents points de la carte s'avèrent de faible amplitude, et chaque petit point s'étend en fait sur des millions d'années-lumière. Notre monde est donc plutôt calme et stable, sauf sur un point, le cold spot, qui signifie « point froid » en français. C'est ce point, juste ici. Les astronomes l'ont découvert pour la première fois en 2004. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel. Il s'agit simplement d'une région où la température est inférieure à la moyenne de quelques microkelvins. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une petite zone, il s'agit d'une gigantesque région froide. Elle fait littéralement des millions d'années-lumière. Une petite minute, ont alors objecté les scientifiques, cela ne peut pas être vrai. L'univers devrait être homogène partout. Selon notre modèle standard, ce point froid ne devrait tout simplement pas exister. Or, il se trouve qu'il est là. Il ne s'agit pas d'une simple erreur mathématique. Il existe bel et bien. Qu'est-ce que ce point froid? Et comment est-il apparu? Les astronomes tentent de répondre à ces questions depuis des années. Aujourd'hui encore, nous ne disposons que de quelques théories. Parlons-en. Théorie 1, texture cosmique.
Cette idée a été évoquée à la fin de l'année 2007. Des scientifiques ont alors suggéré que le cold spot pourrait représenter des collines de l'espace. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une région cabossée de l'univers, qui fait simplement partie de sa composition. Néanmoins, il s'agit d'une théorie assez stupide, qui a été rapidement écartée. Théorie 2. Le supervide. Considérée pendant un certain temps comme la plus plausible, cette hypothèse affirmait que le cold spot était en fait ce que l'on appelle un supervide. Il s'agit d'un endroit terrifiant et sombre de notre univers, où il n'y a pratiquement pas de galaxies. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une région déserte, où il n'y a presque rien, qu'elle nous semble froide. Cette théorie a toutefois été réfutée en mai 2017. Après avoir examiné attentivement le cold spot, les scientifiques ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'un supervide à cet endroit. En outre, les vides et les supervides, qui existent réellement, soit dit en passant, sont toujours de très petite taille. Or, le cold spot est littéralement des milliers de fois plus grand qu'ils ne le sont en général. Il devait donc y avoir une autre explication. Et il se trouve qu'il y en a une. Peut-être la plus étrange de toutes. Théorie 3. Un univers parallèle. Cette idée controversée a été avancée par la cosmologue et physicienne théoricienne Laura Mersini-Houghton. Selon elle, le cold spot pourrait être la trace laissée par une collision de notre univers avec un univers parallèle. La cosmologie standard ne peut pas expliquer un trou cosmique aussi gigantesque, explique Laura Mersini-Houghton. Il s'agit de l'empreinte indéniable d'un autre univers situé au-delà des limites du nôtre. Son hypothèse est basée sur la théorie du multivers, d'après laquelle il existe en fait un nombre infini d'univers comme le nôtre dans le monde. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres et se poussent les uns les autres. Push en anglais, ce qui crée des nouveaux Big Bang. Peut-être le cold spot est-il une espèce d'échymose résultant d'une telle collision? En mécanique quantique, ce genre de théorie délirante est assez courant, mais pour la physique standard et la compréhension du monde, c'est un véritable bouleversement. Bien sûr, nous avons besoin de preuves solides. L'équipe de Mersini-Houghton a commencé à y travailler. Le professeur Tom Shanks, du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, participe également à ces recherches. Le multiverse, le plus fou des modèles exotiques d'explication du cold spot, est en réalité le plus standard si l'on se réfère à notre modèle actuel de l'univers, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. De quelles preuves avons-nous besoin? Notre cold spot est situé dans l'hémisphère sud. Selon Shanks, s'il y a vraiment eu une collision entre deux univers, nous devrions trouver un autre cold spot, et il devrait se trouver dans l'hémisphère opposé, l'hémisphère nord. Si les astronomes le trouvaient, cette théorie serait confirmée, et ce serait la première preuve de l'existence d'un univers parallèle. Évidemment, tout n'est pas si simple. Pour trouver un deuxième point, nous avons besoin des télescopes les plus récents et les plus sensibles qui existent. Nous devons également en apprendre davantage sur la nature de l'énergie noire et la manière dont elle affecte l'espace, etc. En d'autres termes, le chemin à parcourir est encore long. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques pensaient avoir découvert le deuxième cold spot. Des chercheurs du Nouveau-Mexique croyaient l'avoir trouvé dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il s'agit probablement d'une erreur. La carte utilisée par ces chercheurs comportait une grande part d'inconnus. Il est donc possible que leur découverte ne soit que le résultat d'un accident causé par d'autres vides. En résumé, aucun autre cold spot n'a encore été trouvé jusqu'à présent, malgré des recherches minutieuses. Cela dit, encore une fois, même le meilleur et le plus moderne des équipements reste loin d'être parfait. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres cold spots, mais simplement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Si un jour nous le trouvions, cela pourrait révolutionner le monde de la science pour toujours. Nous confirmerions non seulement la théorie des univers parallèles, mais aussi la fameuse théorie des cordes. Cela pourrait expliquer tout ce qui se passe dans notre monde. En revanche, si cela se produisait, nous aurions encore plus de questions que nous n'en avions déjà. Comment ces deux univers sont-ils entrés en collision? Comment tout cela fonctionne-t-il? Jusqu'à présent, il ne s'agit que de suppositions. Nous ne pouvons pas affirmer que le cold spot est la trace laissée par la collision d'univers parallèles. Cependant, nous ne pouvons pas non plus le réfuter. En fait, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais il est toujours intéressant de la chercher. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu,
et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ces titans célestes ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3,
qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs,
On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petites trouvées dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées.
Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICI 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Vous connaissez déjà les trous noirs, ces immenses aspirateurs cosmiques qui attirent tout sur leur passage. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène spatial appelé trou blanc? Et que se passerait-il si ces deux entités se rencontraient et entraient en collision? Embarquons dans une navette, aventurons-nous dans l'espace et apprenons à mieux les connaître. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas observer directement les trous noirs, même avec des télescopes sophistiqués capables de détecter la lumière, les rayons X ou d'autres types de rayonnement électromagnétique. Cependant, nous pouvons observer les effets d'un trou noir sur son environnement. Par exemple, lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière interstellaire, il attire tout vers lui dans un processus appelé accrétion. À mesure que la matière est aspirée, elle s'échauffe et émet des rayons X détectables. Parfois, une étoile ordinaire s'approche trop près d'un trou noir et se fait littéralement déchiqueter. Un trou noir est un objet extrêmement dense, doté d'une gravité incroyable, qui commence à étirer l'étoile en une forme longue et fine, semblable à des spaghettis. Ce phénomène est d'ailleurs appelé spaghettification. Lorsque les morceaux de l'étoile sont attirés, ils s'échauffent et émettent des rayons X. Parfois, le trou noir peut opter pour une autre méthode, en compactant l'étoile, la rendant ainsi plate comme une crêpe. D'un autre côté, il y a les mystérieux trous blancs. Ils sont moins connus car nous disposons de peu d'informations à leur sujet. Notre connaissance des trous blancs repose essentiellement sur des théories dérivées des mêmes équations mathématiques utilisées pour décrire les trous noirs. Pour assister à cette rencontre, vous devriez vous approcher d'un trou blanc. Mais ne vous inquiétez pas, celui-ci ne vous dévorera pas et ne vous transformera pas en spaghetti ou en crêpe. De la même manière que rien ne peut échapper à un trou noir, rien ne peut pénétrer un trou blanc. C'est un peu le club le plus sélect de l'espace où l'entrée est interdite à quiconque. Vous pouvez observer qu'un trou blanc possède également une masse et peut même tourner.
il peut y avoir un anneau de poussière et de gaz autour de son bord extérieur, connu sous le nom d'horizon des événements, lequel agit comme une frontière séparant le trou blanc du reste de l'univers. Bien qu'il présente des similitudes, il existe une différence cruciale. Un trou blanc peut libérer de la matière et de l'énergie, alors qu'un trou noir en est incapable. Les chercheurs décrivent les trous blancs comme étant l'inversion temporelle d'un trou noir. Comme si vous visionniez une vidéo d'un trou noir à l'envers. Les objets déjà à l'intérieur d'un trou blanc peuvent en sortir et interagir avec le monde extérieur. Cependant, rien de l'espace extérieur ne peut jamais pénétrer dans le monde secret d'un trou blanc. Einstein a affirmé que l'espace et le temps n'étaient pas plats. Ils peuvent se courber et se plier. Cela est dû à la masse des objets parsemés dans l'univers, comme celle des étoiles et des planètes. Karl Schwarzschild a mis les idées d'Einstein à profit pour décrire ce qui se passe autour d'un objet extrêmement massif. Il a ainsi découvert le concept de singularité. La singularité est un point de densité infinie situé au centre d'un trou noir. Comme si toute la matière que le trou noir a absorbée était comprimée en un espace minuscule. Là où les choses se corsent, c'est que la singularité est si petite qu'elle échappe même à notre compréhension normale du temps et de l'espace. De plus, la singularité courbe l'espace autour d'elle à un tel point qu'elle crée une zone particulière, isolée du reste de l'univers. Cette zone est souvent qualifiée de « no man's land », et c'est essentiellement là que se trouvent les trous noirs. Les chercheurs n'ont toujours pas pleinement compris ce qui se passait dans le point de singularité des trous noirs, et il en va de même pour les trous blancs. Alors, revenons à nos questions initiales. Quel est le plus puissant des deux? Et que se passerait-il en cas de confrontation? Il semble que les trous noirs et les trous blancs aient des stratégies radicalement différentes. Les trous blancs restent un mystère que nous connaissons encore très peu. Cependant, il semblerait qu'ils soient plus efficaces pour explorer l'espace que les trous noirs. En effet, un trou noir avale toute matière et tout ce qu'il rencontre, c'est vrai. Mais une théorie suggère que les trous blancs pourraient représenter l'évolution d'anciens trous noirs. Pour l'instant, les trous blancs demeurent purement hypothétiques, mais les théories suggèrent qu'ils ne peuvent exister que si aucune matière ne pénètre à l'intérieur de leurs limites. La moindre particule pénétrant dans un trou blanc entraînerait son effondrement. C'est un handicap majeur en cas de confrontation, vous ne trouvez pas? Et tenter de faire entrer discrètement un petit astéroïde dans un trou blanc serait tout aussi complexe, car sa gravité est probablement telle qu'elle repousserait tout ce qui s'en approche. C'est ici que la singularité entre en jeu. Vous vous rappelez lorsque j'ai mentionné que les scientifiques n'étaient pas encore certains de ce qui se passait exactement dans ce minuscule point de densité infinie? Il ne peut pas simplement s'agir d'un trou noir accumulant indéfiniment de la matière en son centre. Il doit y avoir autre chose à l'œuvre. Et si cette singularité faisait volte-face d'une manière ou d'une autre pour se transformer en un trou blanc? Bien sûr, cela prendrait un temps considérable, des milliards d'années, même pour les plus petits trous noirs. Il existe un type particulier de trous noirs, appelé trous noirs primordiaux, que les scientifiques pensent avoir observé le jour juste après la formation de l'univers. Si des trous noirs extrêmement petits ont été créés après le Big Bang, ils pourraient déjà s'être vaporisés pour devenir des trous blancs. Certains chercheurs estiment même que ces trous blancs pourraient offrir une explication au Big Bang, car les deux phénomènes impliquent l'apparition d'une immense quantité de matière et d'énergie à partir de rien. Tout cela ne semble pas vraiment en faveur du trou noir. Est-ce la première fois qu'il risque de perdre? Si un trou noir se transforme en trou blanc, peu importe combien de matière il a absorbé, il pourrait tout recracher dans l'espace. Dans ce cas, un trou blanc pourrait ne pas durer très longtemps et devra agir très rapidement pour contrer son adversaire. Vous pensiez peut-être être plus en sécurité près du trou blanc car il ne risquait pas de vous engloutir. Mais regarde-le, il tremble. Oh non, il a commencé à expulser tout ce qu'il avait gardé en lui à la vitesse de la lumière. Fuyez vite pour éviter qu'une planète déchiquetée ne soit catapultée dans votre direction. Après des millions, voire des milliards d'années à semer le chaos à travers l'univers,
Une bataille grandiose, sublime et acharnée est sur le point d'éclater. Le trou noir encaisse patiemment les assauts, aspirant tout ce que le trou blanc lui envoie. Astéroïdes, étoiles déchiquetées qui brillaient autrefois de mille feux dans le ciel nocturne. Planètes, et même des galaxies entières, tout est expulsé à une vitesse folle et dans toutes les directions. Jusqu'à présent, les deux trous ont survécu à tous les objets spatiaux qui se sont présentés, mais uniquement parce qu'ils ne s'étaient pas encore affrontés. Le combat est épuisant et n'en finit pas. Au début, le trou noir semblait avoir toutes les chances contre lui. Mais regardez, quelque chose commence à changer. Le trou blanc perd lentement de son énergie car il ne peut plus absorber de nouvelles matières pour renouveler ses réserves. Pendant ce temps, le trou noir accumule patiemment tout ce que son adversaire a projeté lors de cet assaut féroce, devenant de plus en plus massif. Il peut continuer ainsi pendant des milliers d'années. Sa formidable gravité attire le trou blanc de plus en plus près, malgré tous ses efforts pour échapper à ce destin funeste. Le moment décisif arrive enfin. La gravité du trou noir commence à étirer son ennemi jusqu'à l'engloutir entièrement. Le trou blanc a complètement disparu, et maintenant que le trou noir est saturé d'énergie, il est devenu plus massif et plus puissant que jamais. Oh non, fuyez vite! Vous avez désormais un trou noir supermassif affamé, errant à la recherche de nouvelles proies. Jusqu'à ce qu'un jour, il se transforme à nouveau en trou blanc, dans un immense spectacle que tout l'univers pourra observer avec émerveillement. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir. Et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça. Et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir.
Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit, et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée ? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière, et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie, et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde.
Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant.